Disons que ce soir, j'ai conçu un peu la chose différemment, parce que je me suis rendu compte que les deux dernières fois, il y a beaucoup de choses, disons, qui n'étaient pas tellement connues, et que moi par contre, je supposais que c'était très connu, très évident, etc. C'est après les séances, quand j'ai discuté avec les autres, finalement que je me rendais compte que je supposais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ok, mais qui n'étaient pas tellement. Alors, pour l'impérialisme culturel en Afrique, j'ai essayé, disons, de rechercher, au lieu, disons, d'attaquer tout de suite les problèmes actuels, j'ai essayé de voir d'abord quels sont les problèmes qui se posaient dans le passé, et, disons, pour essayer de voir un peu toute l'évolution. Et j'ai essayé de chercher dans un certain nombre de bouquins, disons, des choses que moi-même j'avais lues, mais finalement que j'avais complètement oubliées. Alors, dans un premier temps, j'aimerais parler d'abord des justifications de l'impérialisme culturel. Bon, parce que c'est quelque chose qui existe depuis l'esclavage, etc., au niveau de l'Afrique, bien sûr. Et la question que les gens ils se posaient d'abord, c'est: est-ce que le noir est un homme, c'est-à-dire un être humain? Effectivement, la question était donc posée, et beaucoup de chercheurs, de scientifiques, etc., se référaient à la Bible, Genèse, et, disons, répétaient cette fameuse phrase: maudit soit Canaan, il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous livre là une réflexion d'un prêtre en 1772 qui s'appelait Thomas Thompson. Il disait comment le commerce des esclaves noirs à la côte d'Afrique s'avère conforme au principe. Le commerce des esclaves noirs à la côte d'Afrique s'avère conforme aux principes de l'humanité et aux lois de la religion révélée. Bon, ça, c'était un missionnaire qui avait été à la Gold Coast, ce qu'on appelle aujourd'hui le Ghana, et qui avait donc travaillé là-dessus. Un autre, en 1852, publie un livre, le révérend Josiah Priest, qui s'appelle La Bible, défense de l'esclavage. C'est un livre en anglais. Et sa thèse, c'était en gros ceci, que la malédiction en français on dit Ham ou Cham. Ham. Alors la malédiction de Ham par Noé justifiait pleinement l'esclavage. Et un autre qui s'appelle Stevens, en 1861, prononçait un discours, c'était à Savannah, en Géorgie, où il disait une chose, pour aujourd'hui extraordinaire. Il disait à peu près ceci, exactement ceci: le noir par nature ou par effet de la malédiction de Canaan est parfaitement justifiable de la condition qui est la sienne dans notre système. Ceci est en vérité conforme à la volonté du Créateur. Il ne nous appartient pas de nous interroger sur la sagesse de ses desseins, ni de l'interroger, des desseins de Dieu. C'est en toute connaissance de cause qu'il fait des races différentes les unes des autres, comme il a fait telle étoile différente de telle autre dans la gloire. Bon, ça continue comme ça. En 1902, il y avait un autre bouquin qui sortait qui s'appelle The Temple of Eve, d'un certain Carroll, et il se The Temple of Eve. Ah oui. Eve, oui. Il s'agit de la femme. Oui, la tentation d'Ève. Et finalement, il a essayé d'expliquer qui est responsable de tout cela. Et dans une phrase, il dit ceci: tout indique que la bête des champs qui tenta Ève était une négresse qui tenait lieu à Ève de femme de chambre. C'était en 1902. Et le même Carroll avait publié un autre bouquin qui s'appelle The Negro as a Beast or in the Image of God, donc le nègre comme bête ou bien dans l'image de Dieu. Et dire que Dieu était une bête? Non. The Negro as a beast or the image of God. Voilà, le nègre comme bête ou bien, de Dieu. voilà, image de Dieu.
Et l'un des chapitres du livre était intitulé « Preuves bibliques et scientifiques de ce que le noir n'appartient pas à la famille humaine ». Bon, ça c'était un chapitre du bouquin. Et où il disait notamment ceci: toutes les enquêtes scientifiques montrent l'évidence de sa constitution proprement simiesque, de la constitution du noir. Donc par là, le noir, bon, il n'appartient pas à la famille humaine, il descend du singe. Alors, on peut retenir déjà deux thèses. La première, la première, c'est que le noir est maudit par Dieu, il est païen, il est dans une certaine mesure l'antéchrist. Bon, la deuxième thèse que les gens nous soutenaient par toutes ces preuves scientifiques, etc., c'est que non, le noir est d'origine simiesque et que finalement il est entre l'homme et l'animal, entre les deux. Les scientifiques, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que la plupart de ces gens-là que je vais citer sont des professeurs d'université. Ce que tu as cité déjà. Comment? Non, surtout ceux qui vont venir. Surtout ceux qui vont venir maintenant. C'était des prédicateurs, ce que tu as dit. Oui, surtout maintenant. Des prédicateurs du Deep South, de Savannah, Georgia, etc. Ah oui, mais pas seulement, parce que l'autre américain. Josiah Priest, par exemple, il n'était pas. Il était un prêtre américain, mais il avait été d'abord en Gold Coast. Bon. Oui, il savait de quoi il parlait. En 1888, alors, ils se disent, bon, finalement, il y a plusieurs preuves. Il faudrait peut-être interroger l'histoire et voir s'il y a des preuves, si les Noirs ont des preuves que eux aussi, ils ont été capables de civilisation. Et un certain Salomon publie un bouquin en 1888 où il dit ceci: la race africaine a contre elle un fait d'importance. Il n'y a pas de preuve qu'elle ait jamais rien fait pour figurer dans l'histoire du monde. En 1903, un autre, enfin là j'ai seulement fait un choix, Meredith Townsend, qui publie un bouquin qui s'appelle Asia and Europe, et qui dit ceci: aucune des races noires d'Afrique ou de Mélanésie n'a pu démontrer son aptitude à développer son état de civilisation à l'époque historique. Jamais elles n'ont livré de conquérants franchissant les limites de leur habitat. Jamais elles n'ont exercé d'influence sur des peuples non noirs. Elles n'ont jamais bâti de cités de pierre, n'ont jamais construit un bateau, n'ont jamais créé de littérature, ni fondé de foi religieuse. Bon, ça c'était en 1903. Et c'est comme les femmes. Comment? C'est comme on peut dire la même chose sur les femmes. Oui. En 1920, alors ça, Stothard, il appartenait à l'école nordique, c'est-à-dire avec les Aryens, etc. L'autre Stothard publiait un bouquin qui s'appelle The Rising Tide of Color Against White World Supremacy en 1920. Et il disait à peu près ceci, il disait ceci dans son bouquin. Je l'ai perdu. Une citation intéressante Oui, je l'ai retrouvé. Il dit ceci: le noir, au contraire, n'a virtuellement contribué à rien. Au contraire, c'est-à-dire, contrairement aux autres peuples, n'a virtuellement contribué à rien. Abandonné à lui-même, il reste un parfait sauvage. Il n'a dans le passé progressé que là où des hommes de la race brune lui ont imposé leurs idées et altéré son sang. Donc, lui-même, il ne peut rien faire, mais c'est seulement sous l'influence d'autres qu'il est capable de faire quelque chose. Un autre en 1931, mais c'est toujours l'école nordique, qui s'appelle un certain Gregory, publie un bouquin qui s'appelle Race as a Political Factor, donc la race comme un facteur politique, et il dit ceci, c'était un professeur d'université aussi: les gravures rupestres en Afrique du Sud sont du point de vue artistique d'un niveau élevé, mais il n'a jamais donné un artiste, enfin le nègre, il n'a jamais donné un artiste, un peintre ou un poète de premier plan, ni constitué de gouvernement.
Et un autre professeur d'université, Seligman, dans un bouquin qu'il publie en 1930, Races of Africa, dit ceci: du point de vue de l'art, le vrai noir de l'Ouest africain manifeste une adresse réelle dans les arts plastiques visibles partout en Afrique noire. Les sculptures sur ivoire, sur bois, les masques, les bronzes du Bénin sont particulièrement signalés. Les plus beaux exemplaires doivent remonter au XVIe siècle et bien qu'indiscutablement noirs dans leur exécution, doivent être considérés comme traduisant une influence européenne, c'est-à-dire portugaise. Bah, on rigole. Oui, mais c'était quelque chose. Mais venez à l'Institut des études africaines, écoutez un professeur d'université de Lyon, vous démontrez que tout le culte noir dérive du culte de Dionysos. Hein, et je te tarde, je me rappelle. Disons son titre, c'est Kurt Seligman. Seligman, je ne sais pas si c'est courte. Kurt Seligman, ça va. C'est CG. Seligman. Bon, alors, Stoddard, dont j'ai parlé tout à l'heure, va publier un autre bouquin en 1935, Clashing Tides of Color, et il dit ceci: il est évident que la race noire constitue la branche la moins avancée du genre humain. Partout où ils ont été livrés à eux-mêmes, comme à Haïti et dans la jungle des Guyanes, ils sont rapidement retournés à des conditions de vie rappelant leurs foyers ancestraux d'Afrique occidentale et du Congo. Bon, donc on peut dire, disons que là, il y a une troisième thèse, c'est que le noir n'est pas un homme de science. Il n'est ni créateur de culture, ni bâtisseur de civilisation. C'est donc un être primitif, un être archaïque, qui finalement ne connaît pas d'évolution. Il peut faire un certain nombre de choses, etc., sous la responsabilité et le contrôle d'autres, mais livré à lui-même, il reste primitif et archaïque. Alors ce qui est très intéressant, c'est il faudrait peut-être voir de plus près ce qu'on appelle l'école nordique et les théories de l'école nordique, étant donné que l'école nordique a beaucoup influencé les penseurs européens pour ce problème-là. Remontons à 1853 avec le comte de Gobineau qui publie donc l'inégalité des races humaines. Bon, disons que c'est Gobineau dit ceci. Bon, enfin, il dit ceci, disons, c'est sa doctrine. Sa doctrine, c'est une doctrine suivant laquelle les différentes races du genre humain sont congénitalement inégales par le talent, la valeur, l'aptitude à engendrer la civilisation, et ne changent leur caractère inné que par effet de croisement avec des races étrangères. Le génie de la race ne dépend que fort peu du climat, du milieu, du temps. Il est absurde de prétendre que tous les hommes soient doués d'une même aptitude à la perfection. Seules les races blanches sont créatrices de l'état des civilisés. Bien, alors, quelques années après, il y a bien sûr Darwin qui commence à publier ses théories sur l'humanité et la sélection, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je crois que tout le monde sait ce que c'est. Ce qui est très intéressant, c'est l'exploitation, disons, des théories de Darwin par les hommes de science. Et il y a un certain Wallace qui dira, par exemple, ceci: avant Darwin, les philanthropes avaient pu considérer les gens de couleur comme hommes et frères, et comme tels susceptibles, après un court temps d'éducation convenable, de devenir à tout point de vue identiques aux autres. Darwin a dégagé le fait d'une difficulté qui ne pouvait être plus éclatante. Il est démontré que les variations raciales résistent à l'éducation et aussi anciennes que le monde, tendent peut-être plutôt à la divergence qu'à l'assimilation. Il n'a absolument pas à remarquer qu'il n'a jamais dit ça. Oui, bien sûr, mais c'est l'exploitation des théories de Darwin. Il n'y a rien de ça dans Darwin. Il y a autre chose d'ailleurs, ce serait plus intéressant à dire. Oui. Disons que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des théoriciens vont en tirer un certain, ce qu'ils vont appeler le darwinisme politique, c'est-à-dire le droit du plus fort à régner. Et je ne dirais pas nazi puisque c'était pas en allemand, c'est un Bailey va publier un bouquin, je crois dans les années 30, qui s'appelle Race Orthodoxy, et où il dit ceci: le sang parle,
La race blanche doit dominer. Les peuples teutons sont purs. Le nègre est inférieur et le restera. L'homme blanc le plus bas sera toujours plus que l'homme noir le plus élevé. Tout cela est la preuve des desseins de la... Tout cela est la preuve des desseins de la Providence. Donc, il y a, disons, une quatrième thèse qui se dégage, c'est-à-dire que si le noir arrivait à être un être humain, il ne peut être qu'un être inférieur aux autres. Et d'autre part, il est dans la nature des choses que le blanc domine le noir, étant donné que dans la hiérarchie, le blanc le plus... Il y avait une autre citation d'ailleurs qui est assez intéressante où il disait le blanc le plus bête est plus intelligent que le noir le plus intelligent. C'est ça, mais ça c'est un autre théoricien. Bon. Ce qui sera intéressant, disons, pendant la période coloniale, c'est le concept de travail. On va essayer de se demander, bon, est-ce que finalement le noir ou le nègre, c'est quelqu'un qui a une certaine conception du travail, qui est valable, qui peut faire évoluer l'humanité. Et là, ça c'est une citation française, malheureusement, je n'ai pas très bien retrouvé qui c'est, mais c'était dans les années 1880. Bon, comme Français écrivait ceci, le nègre, sauvage et barbare, est capable de toutes les turpitudes, et malheureusement, Dieu sait pourquoi, il semble être condamné dans son pays d'origine à la sauvagerie, à la barbarie à perpétuité. Le manque de toute idée de progrès, de toute morale, ne lui permet pas de se rendre compte de la valeur incalculable, de la puissance infinie du travail, et ses seules lois sont des passions brutales, ses appétits, ses appétits féroces, les caprices de son imagination déréglée. Il vit au jour le jour à l'aventure, insoucieux du lendemain. Son goût peu délicat lui permet de s'accommoder de la nourriture que lui donne le hasard. C'est tous des profs de fac, hein. Ben oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu arrives en fac. Oui, et là je vais vous lire une autre citation d'un autre prof de fac. Un certain... Tu as fait une anthologie de tous ces trucs? Ah, parce que le dictionnaire des idées aussi, c'est pire que Flaubert. Mais c'est très intéressant parce que... Oh. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que les Européens vont donc, ce spécialiste-là, qui fait le spécialiste, spécialisé de quoi? Mais Dracher, par exemple, c'est un spécialiste des questions coloniales. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était matelot, bordelier, marchand de perles? Non, c'était des historiens, des géographes, des anthropologues, etc. Ils les attrapent des blancs. Bon, alors dans un article de 1939, Dracher essaye donc de justifier, bon, il dit tout le monde est d'accord que le noir n'a aucune notion du travail, donc il faut le dominer, le maîtriser pour qu'il travaille, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui va suivre au niveau de la logique. Dracher dira, le blanc a introduit la race noire dans le système économique mondial actuel. Lui seul est en mesure de garantir aux noirs ordre et sécurité de la vie, même dans les nouvelles conditions. Il n'y arrivera cependant que si les blancs travaillent dans ce sens-là et occupent tous les postes clés de l'économie, et le salaire supérieur du blanc sera à considérer comme une compensation équitable pour sa contribution au développement du continent noir. La coopération. Un autre responsable des questions coloniales écrivait à ce même propos en 1940, l'activité du noir comme travailleur au service de l'Européen n'a en elle-même rien de nocif si les directives données sont respectées. Moralement, elle est parfaitement justifiable grâce à la cessation des guerres
etc., à l'introduction de meilleurs outils, éventuellement de nouvelles bêtes de somme et de planches, la vie des indigènes est plus agréable. On économise du temps. C'est pourquoi le colonisateur peut exiger que l'indigène soit à sa disposition comme travailleur pendant une partie de ce temps-là. Alors, mais ça c'est un Nazi, 1940. Ah. Mais de toute façon c'est dans la même logique. Que ce soit 1940 ou 1940. C'est un prof de ça? Oh non, c'est un spécialiste d'un ministère responsable des questions économiques. Oui, mais parce que tout de même, ce qu'il faut dire depuis tout à l'heure, c'est que tous les types que tu cites, leur audience est dans le sens inverse de leur poste. Personne d'autre que toi qui est vicieux comme seul le sang est nègre, personne d'autre que toi est valide, ce mec-là. Tu crois? Quand? Maintenant ou à l'heure actuelle? Non, avant. Quand avant? Il n'était pas lui, ce mec-là. Bah si, c'était lui qui était lui. Oui, non, c'est pas lui. Je te parie ce que tu veux. C'est porte-parole de qui? Comme elle dit ici, justement, ceux qui étaient profs de fac, ils avaient des étudiants qui devaient les traiter de débiles. Vous savez très bien ce que les étudiants pensent des professeurs. Bon. Et les autres qui étaient administrateurs étudiaient des bouquins que personne ne devait lire. Ça, j'en suis sûr. Donc, je veux dire, sans déconner, j'espère, si c'est possible de ma part. Bon, sans déconner, je voudrais dire qu'il me semble tout de même que ce que tu nous lis là, ça ne reflète pas ce que pensaient les gens chargés véritablement de la culture à l'époque. Bon, mais ça, on pourra en discuter. Ça sera discuté. Il ne faut jamais prendre, parce qu'autrement, alors, ça rentre dans les idées reçues de la masse inculte, ça oui, mais pas comme témoignage de la culture des gens cultivés. Parce que nous en connaissons des citations contraires en pagaille. Oui, mais ça, on va en discuter tout à l'heure. Parce que du colonialisme par des gens qui ont toujours été traités comme responsables. Ces mecs-là, personne ne les connaît, dont ils nous parlent. C'est des mandarins dans un poste où probablement les types devaient déjà dire qu'ils étaient gagas. Ce qui ne les empêchait pas d'imprimer leurs livres. Oui, mais il faudrait avoir... Comme à l'université de Lyon 2. Où personne lit les thèses qui sont imprimées par exemple, de Lyon 2. Avec le nazisme, il y a des trucs aussi aberrants qui sont dit forcément sur le noir, mais c'est des d'autres à l'intérieur. Si théoricien, c'est tout-même il le dirait, mais il est là pour le suivre. Effectivement, il est là pour le suivre. Donc, c'est pas parce qu'on dit que c'est théoricien de lire qu'on le suit pas. D'accord. Est-ce que les thèses sont pas possibles de Damas seulement? Mais moi, j'ai une réponse attaquée à ton truc, là. Mais je vais revenir après, je préfère. Sinon, je préfère vous dire tout ce que j'ai à dire, là, avant la discussion. Bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faudrait voir ces différentes justifications, là, parce que finalement, ce sont des justifications. C'est qu'elles cachent, c'est-à-dire le but inavoué. Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau théologique et religieux. Bon, le noir, il est un païen. Bon, il n'est pas chrétien, il n'est pas baptisé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, le sauver de sa malédiction, puisqu'il a été maudit. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été écrit, etc. Bon, ça a justifié l'esclavage. Bon. Donc, il faut aussi, pour le sauver, il faut l'évangéliser. Enfin, ça veut dire quoi? Il faut le dominer par la religion. On sait tout ce que les missionnaires ont fait quand ils sont partis en Afrique, etc. Ça, on pourra en discuter. Au niveau de la culture, la conception, donc, d'après tout ce que j'ai cité là, c'est que l'Africain, ou bien il est animal, ou tout au moins il est sauvage. En tout cas, donc, il faudrait l'humaniser, c'est-à-dire lui donner un visage humain. Mais le visage humain, le modèle de ce visage humain, c'est donc l'image de l'homme blanc, évidemment, du colon. D'autre part, le noir n'a pas de passé historique, il n'a pas d'histoire. Bon. Donc, il faut le faire rentrer dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que il faudrait instaurer une certaine domination par la conscience historique.
Et c'est très intéressant. L'histoire, pendant toute la période coloniale, l'histoire des pays africains commence toujours avec l'époque coloniale. Avant, il n'y a jamais rien eu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, l'histoire du colon, ou disons de l'Europe à ce moment-là, c'était l'histoire universelle, c'est-à-dire l'histoire tout court. Il n'y avait pas d'autre histoire à côté. Bon, d'autre part, étant donné que le noir, c'est un être sans civilisation, donc qui n'a aucune force de travail, enfin qui n'a aucune conception de travail, etc., il faut donc lui apprendre à travailler, lui apprendre à construire, à bâtir quelque chose, finalement à devenir un homme civilisé. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui se sacrifie à cette tâche-là. Et finalement, c'est l'homme blanc qui prenait donc ce sacrifice sur lui pour amener donc l'homme blanc ou l'Europe, et dans pour l'Afrique, c'est l'Europe donc qui devait se sacrifier pour que, disons, les Africains soient leur courageux. Et je vais vous citer un texte français de Francis Garnier en 1864 qui reflète un peu ce genre d'idée-là, disons, de la générosité de l'Europe. Il dit ceci: la France, et ça c'est à propos de la Constitution française, c'est un bouquin qui s'appelle la Constitution française en 1864. La France, cette nation généreuse dont l'opinion régit l'Europe civilisée et dont les idées ont conquis le monde, a reçu de la Providence une plus haute mission, celle de l'émancipation, de l'appel à la lumière et à la liberté des races et des peuples encore esclaves de l'ignorance et du despotisme. Mais l'éducation, à quel courant ça appartient? 1864. À quel courant ça appartient? Qu'est-ce que tu appelles courant? C'est quel pensée? C'est quel genre de choses? Il n'y a pas de problème, Seigneur. Oui, mais ce qui importe, Non, mais pour nous, c'est qu'est-ce qui faisait la politique coloniale. C'est ça qui importe. Oui, mais justement, vous allez voir. Ça appartient à quel courant de pensée? Mais qu'est-ce que toi tu appelles courant de pensée? C'est le type même de l'intervention de la franc-maçonnerie dans la politique coloniale. Vous avez une déclaration stricte d'un maçon. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme ils vont prendre la tête de la politique française, ça va être toute l'idéologie coloniale qui va être imprégnée. Oui, mais disons que ce qui nous importe, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à l'impérialisme culturel. Oui, comment la Révolution française a donné naissance à l'impérialisme culturel colonial. La Révolution française. Qu'est-ce qui a fait ça? Essentiellement, pour la maçonnerie. Oui, si tu veux, c'est pour. En France, hein. Oui, pour un Africain, si tu veux, c'est Bien de dire, c'est net, je ne savais pas que Francis Garnier était maçon, mais non, je suis. Non, il y a un certain nombre de termes, chaque fois qu'ils sont employés, ça fait partie des types par lesquels les francs-maçons se désignaient à leurs frères. Les termes lumière, généreuse, etc., sont des termes par lesquels les maçons se désignent. Et c'est tout. En l'occurrence, c'est comme un peu secondaire dans l'église. Oh là là. Pourquoi tout ça? Cherchez pas la franc-maçonnerie. Ça concerne la France, mais comme d'autres pays, d'autres cultures, qui ont été impliquées dans la Bien sûr. Mais avec d'autres composants, oui, mais ils n'ont pas produit le même type d'oppression. Par exemple, justement, la colonisation anglaise, comme tu connais bien ça, elle avait d'autres composants, et elle avait aussi. Bon, mais toi, on discutait tout à l'heure. D'accord. Bon, là, je vais très rapidement. Alors là, c'est sûr que vous n'avez aucune idée de ces questions-là. Hein. Et je ne suis même pas sûr qu'on s'en est pas. Alors là, il faut comprendre. Prenez le nom de tous les gouverneurs généraux des colonies françaises. Prenez le nom de toutes les personnalités qui ont fait la colonisation en France. Et demandez-vous à quel courant de pensée vous appartenez. Pas pour rien qu'ils sont tous radicaux et spécialistes. Hein? Comment? Bon, ben, ça continue parce que... Bon, très rapidement, alors, disons, je vais parler très rapidement des mécanismes. On reviendra dans la discussion là-dessus. Les mécanismes de l'impérialisme culturel. Bon, d'abord, l'impérialisme culturel dispose d'un certain nombre d'institutions pendant la période coloniale et après d'ailleurs. D'abord l'Église.
Bon, comme institution. L'Église a pour mission d'évangéliser, donc de convertir les gens, de les baptiser, etc. Ce qui est important, disons, pour du point de vue d'un africain, c'est qu'il y a une nouvelle doctrine qui arrive. Cette nouvelle doctrine est une doctrine européenne. Et cette doctrine-là correspond en gros à la vision du monde du colon, qu'il soit gouverneur, missionnaire ou autre. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le missionnaire, dans presque tous les cas, pas dans tous, il y a des exceptions, mais dans presque tous les cas, est de la même nationalité que le gouverneur. Ça veut dire que si c'est une colonie allemande, on aura des missionnaires allemands, si c'est une colonie française, on aura des missionnaires français, et pas le contraire. Le missionnaire a donc, dans une certaine mesure, un double rôle dans ce jeu. D'abord, l'enseignement. Il enseigne l'évangile. Bon. Mais en enseignant l'évangile, il va être obligé d'enseigner l'alphabet, l'écriture telle qu'elle existe, etc., pour pouvoir lire la Bible. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que dans pas mal de pays, les premiers livres qui ont été imprimés, c'est la Bible. C'est très révélateur. Et dans un second temps, il a un autre rôle, c'est la conquête d'âme. C'est-à-dire que finalement, c'est la personne parmi... Oui, c'est ceux qui veulent qu'on fasse le donner du titre. Bon, dans la colonie, c'est la personne, disons le colon, qui peut finalement avoir la confiance de la population, parce que c'est la personne qui se rapproche, enfin, qui vit avec la population. Et on verra que, là, c'est une citation d'un bouquin de Godfrey Bedrovic, qui s'appelle L'Afrique noire, qui est sorti en 1974, sur ce problème de l'éducation. Elle dit ceci: jusqu'à la Première Guerre mondiale, à de rares exceptions près, l'enseignement fut entièrement le fait des missionnaires, et le resta au XXe siècle dans les pays où dominait une idéologie paternaliste, par exemple le Congo belge, ou ségrégationniste, par exemple Afrique australe et orientale, et pour qui l'apport missionnaire préoccupé au premier siècle d'inculquer les préceptes religieux et la vertu du travail, paraissait attirer le maintien de valeurs garanties, du conservatisme et de l'ordre social. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le missionnaire qui va s'occuper de l'école, pas seulement de l'école pour l'évangile, etc., mais de l'école tout court. Mais ce qui est intéressant, c'est que le missionnaire est protégé par le drapeau. Ici, le drapeau, il est protégé par le drapeau. Il favorise le drapeau. C'est très intéressant de voir, par exemple, les pays où, en Afrique, il n'y avait pas de gouvernement, par exemple, comme le Cameroun, etc., mais ce sont les missionnaires qui se sont installés d'abord. Et puis, c'est évident que si c'était un missionnaire britannique, il favorisait le consul britannique qui venait pour prendre la colonie. Si c'était un missionnaire allemand, c'est évident qu'il favorisait les Allemands. Parce que le missionnaire, même si c'est l'envoyé de Dieu, comment il disait l'envoyé de Dieu, il était quand même citoyen d'une nation. Il représentait donc cette nation-là et en même temps il représentait toutes les valeurs de cette nation. Alors, la première institution, non, c'est l'Église, et la deuxième, évidemment, c'est l'école. L'école avait pour mission, je crois, la conquête intellectuelle et morale de la population. Et, disons, pour une valeur économique ou politique, elle avait une fonction bien déterminée, c'est-à-dire la formation qu'on peut appeler les intermédiaires entre la population noire et puis les colons. Ce qu'on a appelé par la suite les évolués. C'est-à-dire ce sont des gens, donc, ceux qui parlaient, il fallait parler français ou anglais ou allemand, qui parlaient dans cette langue, mais qui en même temps parlaient la langue de leur pays, donc, qui faisaient le pont entre les deux populations. Et je pense que l'enseignement, tel qu'il était donné, avait un autre rôle, c'est-à-dire il devait inculquer l'ordre hiérarchique, tel que nous l'avons vu tout à l'heure dans tous ces préjugés-là, etc. Et que le blanc
c'est la personne au haut de l'échelle, ici le noir, bon, mais c'est la personne inférieure. La langue jouait bien sûr un rôle très important, étant donné que c'est la langue du colon qui, dans la presque-totalité des cas, c'est la langue du colon qui était utilisée comme le véhicule de pensée. Or, la langue et la pensée sont liées. C'est très important. Tout ce qu'il y avait comme matériaux d'enseignement, par exemple l'écriture, les livres, les cahiers, etc., c'était des matériaux qui étaient connus par le colon et qui étaient donc utilisés. Enfin, on en discutera tout à l'heure quand on va parler de la valeur de la formation orale, par exemple, qui était assez importante en Afrique. On peut donc dire que au niveau de cette institution, pratiquement tout venait du colon et au niveau du contenu, des intentions, etc. Donc tout était construit par le colon et au profit du colon. Il y avait une troisième institution, là, bon, vraiment le plus important, c'est bien sûr l'administration. Bon, l'administration, après, disons, la conquête militaire, c'était d'abord la première chose, avait pour tâche la conquête économique et la conquête politique du territoire. La conquête économique dans ce sens que l'économie africaine, à partir de ce moment-là, devait être une économie extravertie, c'est-à-dire absolument tournée vers l'extérieur, qui ne devait pas nécessairement répondre aux besoins des pays africains, mais qui devait répondre aux besoins de la métropole. Pour la politique, la République, la chose politique, en Afrique, finalement, c'était d'être la chose publique pour devenir la chose du colon. Donc la politique, finalement, c'était la politique du colon, et la politique devait servir à la domination du colon sur le territoire. On peut résumer tout ceci en disant que l'existence du colonisé, au fond, n'a plus de sens que dans le service qu'il rend aux colonisateurs. Et l'existence du colonisé ne se justifie que dans la présence de celui qui est l'usurpateur. Et le colonisé, finalement, doit détourner ses yeux de lui-même pour les fixer sur le colon et pratiquement donc sur la métropole. Alors, bien sûr, ces institutions avaient une fonction, à mon avis, qui était de vider l'Africain de tout ce qui est lui-même et de remplir ce vide, ce prétendu vide, si vous voulez, par la présence du colon. Présence économique, présence politique, idéologique, culturelle, religieuse, etc., etc. Bon, je crois qu'il faudrait qu'on discute tout à l'heure, alors je vais essayer d'être très rapide. Quelles sont les conséquences de tout cela? Bon, il y a une certaine masse de la population qui va passer donc dans cette, qui va passer par l'église, qui va passer par l'école, etc. Ce qu'on pourra appeler par la suite l'élite ou bien le scolarisé, si vous voulez. Ces gens, petit à petit, vont ignorer les valeurs africaines, c'est-à-dire l'histoire africaine, les religions qui existaient en Afrique. Et, en gros, la culture africaine va être quelque chose d'absolument ignoré. D'autre part, ils vont se maîtriser eux-mêmes, et maîtriser, si vous voulez, ce qui est africain dans eux-mêmes, étant donné qu'ils étaient considérés comme barbares, tout ce qui était africain était considéré comme barbare. Et finalement, donc, il y aura un certain manque de confiance. Ils vont se sentir inférieurs s'ils se définissent comme africains. Donc, ils vont essayer de s'intégrer. Il y aura un essai d'intégration dans le monde des colonisateurs. Et je crois que c'est pas que les anthropologues qui parlent d'acculturation. Donc, il y aura le phénomène d'acculturation qui sera très accentué chez ces personnes-là, l'élite et les scolarisés, etc. Mais ce qui est très marrant dans ce cas, c'est que ce sont les gens qui, non seulement, ils vont essayer donc de s'intégrer, de changer les blancs finalement,
mais ce sera les défenseurs farouches des valeurs occidentales. Et très souvent même après le départ du colon, et même lorsque le colon lui-même comprendra que ces valeurs sont des valeurs religieuses, le colonisé, acculturé, continuera à défendre ces valeurs-là comme des valeurs très importantes. Et il y a le bouquin de Kassamura qui donne des exemples très intéressants. Kassamura, c'était l'ancien ministre de l'information et de l'éducation de Lumumba. Et il donne quelques exemples. Au niveau de la religion, par exemple, dans le domaine de la pensée religieuse, on peut observer un phénomène semblable au précédent. Les religieux noirs visent non seulement à appartenir à l'Église catholique, mais dans certains cas, ils se montrent les plus actifs défenseurs de cette institution. Et même quand les vrais maîtres la jugent périmée, les Africains veulent encore la sauvegarder et la conserver. En octobre 1962, quand Jean XXIII offrit le Concile du Vatican pour faire éclater la vieille outre, selon l'expression de Claude Julien, se produisit une sorte de révolution. Les premiers à s'aligner sur les positions les plus conservatrices de l'Église sur les cardinaux, les évêques et les prêtres africains. Plusieurs membres du haut clergé africain firent état de leurs réserves quant aux formes décidées par le Concile. Dans le même état d'esprit, on peut dire que Don Aïda Camara, archevêque de Recife et Olive, au Brésil, est aujourd'hui boudé par le clergé africain, plus qu'il ne l'est par exemple par le clergé français ou hollandais. Signalons en passant la courageuse prise de position lors du dernier synode de Joseph Malula, cardinal de Kinshasa, contre le célibat des prêtres et pour une église largement tolérante envers les croyances africaines. Il fut d'ailleurs aussitôt désavoué par les autres prélats africains présents au synode. Bon. Alors là, on voit que c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, je me rappelle que j'étais à Rome à ce moment-là aussi. Et lorsqu'on a posé... non, c'est vrai, lorsqu'on a posé ce problème de célibat, en Afrique, on pensait que c'était les Africains qui allaient tout de suite dire, bon, mais nous sommes pour que les prêtres se marient, etc. Mais c'était le contraire. La plupart des prêtres africains étaient vraiment farouches. Alors ça, c'est très intéressant. Pour le célibat, hein? Ben oui. Ils se rendent compte, les prêtres africains. Ah oui, mon Dieu, ne nous donnez surtout pas de ça, mais vous nous gardez dans les traces. Non, c'est ça que ça voulait dire. Oui, c'est pour le célibat. Avec tous les enfants que nous faisons, ne nous donnez surtout pas de femmes officielles. Laissez-nous garder nos messages. Sinon, mais il ne faut pas oublier que c'est pour ça que le célibat des prêtres européens a été installé dans l'Église catholique. C'est la même raison. Bon, on en reparlera après. Oui, d'accord. Bon, pour l'enseignement, il y a des choses vraiment sûrement anecdotiques, mais je vais d'abord dire ça dans la discussion entre le reste. Et Kassamura dit ceci: les structures de l'enseignement primaire et secondaire restent encore calquées sur des modèles occidentaux qui ont disparu depuis près de 25 ans. Les réformes de fond ne peuvent pas se réaliser tant le corps des instituteurs et des professeurs demeure attaché à des préjugés dogmatiques issus de la colonisation. On enseigne très lentement les langues locales dans l'enseignement du français, en dehors de quelques tentatives intéressantes. Les directions de l'enseignement retiennent les grammaires les plus traditionnelles, calquées sur les grammaires latines et contestent les apports de la linguistique. Bon, alors quant à l'administration, je crois que c'est assez connu que la plupart des constitutions des pays africains sont calquées sur les constitutions de l'ancienne métropole. Bon, les structures administratives, c'est pareil, c'est aussi calqué sur les structures administratives de l'ancienne métropole. On pourrait donc dire que, disons, l'échelle des valeurs du colon, une fois l'échelle, disons, des valeurs du colon intériorisées, ce dernier, finalement, n'a plus besoin de contraintes pour s'affirmer. Le colonisé culturel, non seulement accepte les valeurs du dominateur, mais il les défend, il les perpétue même après le départ du colon. C'est ça qui est très grave. Bon. Après, disons, la colonisation, je vais m'arrêter là.
il y a quelques domaines disons, qui frappent aux yeux et qui sont aussi des domaines très importants. Il faut les citer, c'est la langue, le film, la télévision et les livres. Alors comment est-ce que ça se passe? Au niveau de la langue d'abord. La langue, elle est conservée dans la langue du colon, bien sûr. Elle est conservée dans la plupart je sais pas si vous avez déjà fait attention à des discours de chefs d'État africains. Parfois, quand Senghor parle, par exemple, c'est peut-être l'exemple extrême, mais je crois qu'il y a très peu de Sénégalais qui comprennent ce qu'il dit. Bon, il y a très peu, il y a une sorte de snobisme, et ça c'est pas seulement au niveau des chefs d'État, mais même tous les autres, qui représentent l'administration. Il y a par exemple le recours aux mots difficiles. Moi je me rappelle, enfin je connais vraiment quelqu'un qui, pour faire son discours, avait besoin d'un dictionnaire. Et il prenait le dictionnaire et il cherchait les mots difficiles et il les mettait dans son discours. Comme ça, personne ne comprenait. Alors, ce qui est très marrant, c'est la réaction parfois des gens qui l'écoutent. Plus c'est difficile, c'est-à-dire moins les gens comprennent, plus ils applaudissent. Parce que c'est-à-dire qu'ils maîtrisent, oui, c'est ça, ils maîtrisent la langue du colon. Alors, c'est ça qui est... Bon, et vraiment, disons la bêtise, je ne trouve pas d'autres mots, c'est lorsque quelqu'un du gouvernement vient dans un village et s'adresse en français à des gens dans sa tête. À des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne comprennent pas un seul mot de français, mais il fait son discours en français. Bon. Alors là, on voit très bien comment, disons, l'équipe qui a intériorisé finalement cet impérialisme culturel-là, comment jusqu'où il peut aller, quoi. Sans qu'il y ait une contrainte de la part des colonisateurs. Et comment je fais que j'ai parce que il faut bien parler, il faut maîtriser la langue du colon. Alors lui, il y arrive à merveille. Et moi, j'ai vu... Il y a quelqu'un dans le français qui dit là, comme ça, c'est pas, par exemple, considéré comme défenseur des valeurs africaines, et il utilise donc non, ben ça, on pourra en discuter. Encore défenseur de la négritude. Oui, c'est une très bonne non, c'est une très bonne question. Là, je ne sais pas, non, je ne sais pas ici. Je me rappelle que, parce que bon, il y avait je ne sais plus, à l'occasion de faire le sommet, ils y étaient, bon, tous, et il semble que Senghor parlait dans un coin, discutait avec beaucoup d'Européens justement de sa négritude. Bon, mais pendant ce temps, il y avait la danse, c'était une soirée avec pas mal de tam-tam aussi, etc. Et il y a Sékou Touré qui a entendu, enfin c'est une anecdote, mais il semble que c'est vrai, il y a Sékou Touré qui a entendu qu'il parlait de la négritude. Alors il était en train de danser, alors il dansait, il s'est rapproché de Senghor, il disait, Monsieur Senghor, nous autres nous sommes en pleine négritude. C'est-à-dire qu'eux ils y sont, ils le font et Senghor en parle. Bon, mais ça, on pourra... dans notre cas, dans notre groupe. Oui, mais ça, on pourra y revenir là-dessus, et dans quel mesure que Senghor est vraiment un défenseur de la négritude, et puis la négritude, qu'est-ce que c'est? Bon, alors... bon, en ce qui concerne les films qui se passent en tant qu'on voit en Afrique, d'abord au niveau de la langue, ces films-là, bon, si c'est un pays
francophones, les films sont en français. Si c'est même des anglophones, ils sont en anglais, ou sous-titrés, etc. Et d'autre part, ces films-là, ils sont exclusivement européens ou américains. Il n'y a que quelques pays maintenant qui commencent à faire un certain nombre un certain effort pour que les films africains puissent être diffusés sur leurs écrans. Bon, mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut venir à Paris. Quand vous voulez connaître le cinéma africain, il faut venir à Paris. Mais c'est pas en Afrique. Non. Ça s'explique peut-être par le fait que les salles de cinéma, en général, appartiennent à un Français, par exemple, dans un pays francophone ou à un Anglais, etc. Et il n'y a que très récemment que, disons, des tentatives de nationalisation des salles de cinéma sont faites dans certains pays. Pas dans tous, mais dans certains pays. Alors, ça fait que ces gens-là, de par les diffuseurs est étranger, en général, donc, que ce soit au niveau de la diffusion, que ce soit au niveau de la fabrication du film, que ce soit au niveau des salles, en général, c'est quelque chose qui échappe absolument aux Africains. Donc, vous verrez dans les grandes villes africaines, bon, mais je sais pas, et puis, si c'était au moins les bons films. Non, c'est vrai, mais c'est malheureusement vraiment les films que vous n'irez jamais voir ici. Oui, les films américains ou français. Bon. Pour la télévision, c'est à peu près pareil. Pour les pays qui ont la télévision. Très souvent, elle est liée à l'ex-métropole ou bien à une autre puissance occidentale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la télévision, la culture nationale est présentée comme folklore. Alors, comme on présenterait la culture, je sais pas, le folklore africain ici, là-bas aussi c'est présenté comme folklore et non pas du tout, disons, comme un médium de vie. C'est un spectacle, bon, mais quelque chose qu'on va voir, ce qui est absolument aberrant en Afrique, parce que, une troupe de danse qui vient danser, c'est pour que tout le monde danse, ce n'est pas pour qu'on regarde. Autant aujourd'hui, c'est ça devient le spectacle exactement comme ici. Bon, il y a le problème des satellites, bien sûr, qui se pose aussi, dans la mesure où bientôt, si j'ai bien compris, grâce aux satellites, on pourra capter, disons, les programmes de différents pays. Alors, qu'est-ce que cela signifie, disons, pour les pays africains? Ça signifie que, bon, le pays qui aura la main mise sur ces programmes-là, ça ne sera plus une métropole ou bien une autre nation, mais pratiquement que les grandes puissances, bon, qui donc vont bombarder ces pays qui n'ont pas de moyens de leur programme. En ce qui concerne les livres, là où je suis d'ailleurs concerné, on rédige en quoi? C'est la langue du colon qu'on utilise, pour beaucoup de raisons. D'abord, lorsque vous allez en Afrique, les livres que vous voyez exposés en librairie sont écrits par qui? Les 90 ou 97% de ces livres-là sont écrits par les colons ou par les ex-colons. Bon, il y a une petite, peut-être de 3%, qui sont rédigés par des nationaux, mais toujours en langue, en anglais ou en français ou en portugais, etc. Bon, mais pourquoi l'éditeur qui édite le livre, c'est enfin pour nous par exemple, c'est un Français, ça passe Camerounais qui édite le livre. Donc, si moi je vais écrire quelque chose, il faut que je l'écrive d'abord en français, si je veux qu'on m'édite. Deuxièmement, il faut que ce soit quelque chose, parce que ce que l'éditeur va me dire, mais de toute façon, ce que vous avez écrit là, ça n'intéresse pas le public français. Donc il faut que ça intéresse le public français pour que l'éditeur puisse retenir mon bouquin. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que moi, finalement, je veux m'adresser à qui? C'est pas aux Français que je veux m'adresser dans un premier temps. Je veux d'abord m'adresser à l'Africain. Mais je suis obligé de passer par là. Sinon, ça ne va pas du tout. Bon. D'autre part, celui qui diffuse le bouquin, c'est qui? C'est le colon ou l'ex-colon. Bon, en Afrique, c'est connu, tu achètes. Bon. Et c'est ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez chercher. Il y a des auteurs africains introuvables en Afrique. Si vous les voulez, il faut venir ici pour les acheter ici. Donc, parce qu'achète, ne les amène pas là-bas, c'est tout. C'est que un gouvernement n'a même pas besoin de dire on interdit tel bouquin. Achète dit
ce bouquin, je ne le transfère pas, je ne l'amène pas, je ne le diffuse pas. Alors ça fait que pour la littérature africaine, par exemple, on fait ici, quand on va dans ces librairies-là, et ça c'est très marrant, que ce soit au Cameroun, une ville comme Douala ou Yaoundé, etc., mais vous êtes stupéfait, parce que les librairies papeteries, ce que vous voyez comme journaux, c'est ici Paris, François, Marie-Claire, Noir et Blanc, Minute, L'Express, etc. C'est ça qu'on voit. Etc. Hein? Etc. Quoi? Etc. Le point. Hein? Oui, le point. Bon, le monde, Le monde, quand il ne parle pas de l'Afrique. Exactement, quand il ne parle pas de l'Afrique, sinon on retire. C'est très marrant d'ailleurs, parce que le monde, comme de temps en temps il y a des petits sur l'Afrique, si c'est, le Cameroun par exemple, si c'est un article sur le Cameroun, les titres descendent le matin pour le retirer. Mais très souvent, il y a des gens qui ont déjà. Et ça circule très vite. Il y a un article dans le monde, dans 20 certains milliers, bien sûr. Bon. Alors, disons que. Il est pas acheté, je crois, d'ailleurs, des fois. Ils font quoi? Des fois, il les saisit pas, il les achète. Ah oui, c'est possible. Mais comme c'est les prix qui descendent. Hein. Oui, mais souvent, le gouvernement achète, je pense qu'il y en a quoi, il y en a 200 ou 300 000 euros dans une ville à 1,50 €, il y a une pièce, comme le monde il paierait pour se faire interdire en plus. Oui, d'ailleurs, il y a le bouquin de Kassamura qui a été, pas de Kassamura, de Kamikaze, qui a été fait avec par beaucoup là, lors de l'interdiction. Bon, alors. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, c'est que, là, je crois qu'il vaut mieux qu'on développe ça dans la discussion. C'est que, il faudrait, bien sûr, lutter contre l'impérialisme culturel. Mais comment lutter contre l'impérialisme culturel? Alors, moi, je pense personnellement qu'il y a 3 étapes au niveau de cette question. Ce n'est pas l'impérialisme culturel qu'il faut combattre en premier lieu, étant donné qu'on voit très bien le processus, d'ailleurs au niveau de l'évolution. Au début, qu'est-ce qu'on a vu? On a d'abord vu le missionnaire, après on a vu le commerçant, après on a vu le militaire et le gouverneur. Bon. Qui est-ce qui part d'abord? C'est l'homme politique. Et avec son armée, le commerçant reste. Et après peut-être le commerçant. Mais le missionnaire reste. Si le missionnaire ne reste pas, il y a tout l'impérialisme culturel qui reste. Ce que je veux dire, c'est que même si on a résolu le problème économique et politique, il y a le problème culturel qui demeure. Et je pense que le combat, disons, dans un premier temps, d'ailleurs on l'a vu, a été un combat politique et économique. C'est-à-dire que les Africains essaient d'être indépendants, c'est-à-dire de maîtriser leur destin politique et économique, mais je pense que pour une indépendance culturelle, il faut une autre révolution, c'est-à-dire une véritable révolution culturelle, qui suppose une lutte acharnée contre l'élite acculturée qui est en place, d'ailleurs, parce que les valeurs, à mon avis, africaines ne peuvent être émancipées que si ce sont vraiment toutes les couches de la population qui prennent le pouvoir. Or, on sait très bien comment le pouvoir, qui détient le pouvoir, enfin, en dehors, disons, des grandes puissances, mais au niveau local, qui exerce le pouvoir, c'est une petite couche. Et ce n'est pas du tout cette couche-là qui va lutter contre l'impérialisme culturel. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mieux développer dans la discussion. Tu vois, si j'ai cité les premiers trucs là, tu disais que les gens ils n'ont pas d'intérêt, c'est que, bon, il faut voir ce qui est dans la tête des gens encore jusqu'aujourd'hui. C'est pas un hasard. Si ces gens-là n'avaient pas d'influence, les gens aujourd'hui n'auraient pas du tout, ne raisonneraient pas comme ça. Mais il y a encore beaucoup de gens, je crois, aujourd'hui qui... c'est spontanément, dans la masse des gens, ils comprennent spontanément qu'un noir est un type qui a les mêmes idées, les mêmes cerveaux, la même humanité que nous. On peut le dire, peut-être que oui.
Donc les idées que tu as rappelées de ces mecs-là auraient diffusé ensuite et justifié les positions de France. Le problème, c'est de savoir, nous-mêmes, quelle a été la véritable portée sociologique de ces choses-là. Je ne crois pas que tu es trop optimiste quand tu dis ça. Enfin, je sais pas. Non, je demande. Moi, bon, j'ai confiance aux masses. Donc, les masses, elles doivent pas être cons. Elles doivent pas dire toi nègre, c'est un macaque. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le point de départ de mon problème. Est-ce que les masses ont été perverties par des éducateurs qu'on nous a cités? Ou bien est-ce que ces éducateurs, justement, ne seraient pas, comme la première hypothèse que je vous suggérais, des types qui ont l'esprit inculte et qui, derrière leur culture, se mêlent souvent de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, comme c'est le cas actuellement, je ne sais pas moi, je suis comme Raymond Aron, mettons, ou bien comme le Prince Ringuet. Qu'est-ce qu'il y a dans le Prince Ringuet et dans Raymond Aron? C'est seulement des mecs très forts dans un domaine qui utilisent ce domaine pour parler d'autre chose comme des connards. Je vous prends ces deux exemples. Ils parlent de choses qu'ils comprennent rien maintenant, parce que le Prince Ringuet fait des jugements sur l'art, sur la poésie, sur, bon, tout quoi, la sexualité, bon. Oui, vous êtes en d'accord. Parce qu'il s'appelle monsieur Antenne qui est en moyennant quoi, c'est plus que son droit, il est d'autant plus intéressant qu'il s'exprime qu'il représente l'opinion du comte Baz. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que nous assistons avec les gens? Oui. Est-ce que nous assistons avec les gens dont il nous a parlé, dont il nous a fait citation, au même phénomène? Je suis incliné à le croire. Et je pense qu'entre les deux, entre une masse de type, parce qu'on ne peut pas reprocher d'être inculte sur les problèmes où elle n'a pas été éduquée, et ces mecs qui l'expriment si bien cette masse dans son inculture, il y a justement les mecs éclairés, qui mènent des combats, et dont les œuvres sont plus écoutées, qui sont par exemple les anticolonialistes. Il ne faut pas rigoler, tout du long. Comme tu aurais dû nous citer plus exactement, parce que si tu évites ça, moi je vais te dire carrément ce que je pense, que ton coup il n'aura aucune portée. Parce qu'en face de tout ce que tu nous as cité, moi je te fais une anthologie de citations. Premièrement, tu as mis en cause la religion. Donc que tu veux, je suis anticlérical à et je vais pas la messe et je bouffe un chrétien tous les matins. Mais il est évident qu'il n'y a aucune commune mesure entre ces prédications de pasteurs du sud-américain ou connus à peu près les mêmes régions, tous coloniaux par l'éducation sociologique, et l'enseignement fondamental anticolonialiste que des gens comme Victoria, dès le XVIe siècle, l'évêque Barthélemy de Lascaux, etc., et tous les chrétiens qui ont pris position, et puis ensuite les plus éclairés comme Montesquieu et tant d'autres, tout cet enseignement qui, lui, alors, était répandu dans les masses. Mais le problème, c'est que personne ne met en doute, en fait, tout le concept du missionariat. En fait, le problème, c'est quand on prend le missionariat et toute l'action des missionnaires, il n'y a absolument rien en doute par personne. Il y a une crédibilité infaillible du français moyen pour le missionnaire qui dit, vous savez, le missionnaire en Afrique, mais c'est merveilleux, il a laissé petits noirs, etc. Personne ne se décrit de la vie, etc. Personne ne met en doute l'action du missionariat, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit en Afrique, quoi. Tout le monde dit, mais c'est merveilleux, applaudit de main, donne largement à la quête, un père africain qui vient des paroisses françaises, personne ne met en... Sauf le courant voltairien qui représente quand même. Mais non, il y a qu'un économiste qui a un petit peu tiré de l'action missionnaire, qui dit sur ce bouquin L'idée à l'avenir, il y a un petit paragraphe qui dit malheureux, c'est que quand on envoie des missionnaires en Afrique, en Amérique du Sud, les personnes ne disent rien, et quand la France, on les avait au Pérou, ou n'importe quel pays d'Afrique du Sud, tout le monde lève les bras et tout le scandale. Alors que, évidemment, quand on voit la finalité des deux, c'est les doigts d'un côté une question idéologique et de l'autre côté. Ah non, mais là, je crois qu'il faut quand même. Bon, je crois qu'il faut amener le maximum de documents et donner le maximum de citations de ce que tu as parlé d'un truc. Mais quand même, s'il vous plaît, ne pas porter à l'absolu ou des noms, ou des courants, ou des gens, ou des citations, parce que, bon, quand tu cites, par exemple, il lit ce qu'il y a. Mais il lit comme tout ce que il lit,
Enfin, c'est toujours exagéré, c'est toujours faux par la moitié, parce qu'il représente quand même 50% de pas idiots. Hein, mais c'est toujours faux par la moitié. Bon, c'est absolument faux qu'en France, il n'y a pas eu de réaction contre les missionnaires. Enfin, je regrette qu'il y ait un courant constant contre les missionnaires. Enfin, écoute, c'est pas quand même un peu les gens éclairés qui étaient contre les missionnaires. Non, mais depuis. Mais après tout le courant, excusez-moi. Quand les États-Unis ont envoyé des missionnaires en Amérique du Sud pour combattre l'administration des communistes, il y a combien de gens qui le savent? Il n'y en a pas beaucoup. Et vous demandez pourquoi la majorité des gens, pourquoi les États-Unis ont envoyé des missionnaires pour faire de l'aide, du développement, pour les aider, etc. Mais de qui parlez-vous? Je vous demande simplement, lorsque vous analysez les problèmes comme ça, pour être un peu crédible, de faire un travail un peu plus scientifique et de ne pas sortir. Mais nous sommes bien d'accord sur tout ce que vous pouvez dire, nous partageons la même idéologie que vous, mais de ne pas nous sortir un amas de trucs vachement moraux qui n'ont aucune analyse, et toi non plus, hein, ni historique ni sociologique. C'est pas convaincant ce que vous m'avez sorti là. Non, mais il faut situer exactement les gens dans leur coin. Quand ils nous parlent, ils analysent le studies, etc. Lui qui ne sait pas toujours de quoi il parle, premier point, hein, c'est sa force dans les milieux actuels. Bon, je regrette ça. C'est vrai, pour certains cas, c'est vrai que les Français gueulent contre les trucs, c'est vrai qu'ils ne savent pas pourquoi on envoie des missionnaires, et que la plupart des missionnaires sont aussi guerriers, ils le savent, c'est vrai. Nous sommes donc d'accord. Enfin, nous avons, je pense, à peu près tous les mêmes opinions là-dessus. Il faudrait que nos opinions prennent une force singulièrement accrue. Il faudrait que vous nous présentiez des trucs qui ne soient pas la citation du Dieu du village. Tu me dis que tu es un professeur d'université. Qu'est-ce que ça nous fout? En France, tel professeur d'école du Nord, personne n'en a jamais entendu parler. Bon, non, mais je crois que... Personne, pardon. Et tu vas faire, tu disais par exemple, j'en finis d'après toutes les observations que je voulais te faire sur ta première phrase. Tu nous dis, on dit, l'Afrique n'a pas d'histoire. Bon. Il faudra en discuter scientifiquement de ça. Quelle a été en France l'attitude des gens sur ce problème-là? Il y a d'une part des types très savants et très cons. Lévi-Strauss, par exemple, qui vous dit il y a deux types de sociétés. Les sociétés chaudes et les sociétés froides. Les sociétés chaudes, c'est l'industriel, hein, c'est-à-dire celles des zones nordiques, et les sociétés froides, c'est les sociétés qui n'avancent pas, c'est-à-dire les zones du Sud, l'Afrique, bon, non, je ne dirais pas l'Occitanie. Vous m'attendez, l'heure est passée. Bon, il y a des sociétés qui avancent avec l'industrie, et il y a des sociétés qui n'avancent pas, et c'est les sociétés coloniales. Ça, c'est Lévi-Strauss. Il est très savant, il est très con, il n'a jamais étudié de quoi il parle. Il faut le savoir. Il faut être très rigoureux. Et lorsque vous entendez des types qui s'appellent Le Prince, Ringuet, Lévi-Strauss, ou qui vous voudrez, ou Gobineau, pour faire un certain nombre de trucs, il faut se demander quel est, premier point, leur arrière-plan scientifique. Bon. Il faudrait discuter beaucoup. Non, mais je crois qu'il faut qu'on s'entende sur la méthode d'approche. Il faut qu'on s'entende sur la méthode d'approche. Je crois que c'est ça qui est important. Je n'ai jamais dit qu'en Europe, il n'y a pas eu d'anticolonialisme. Tout au contraire, ça serait une bêtise de ma part. Bon, en France, bon... En tout cas, tu l'as pas dit, tu ne l'avais pas signalé. Tu l'avais proposé de quoi. Non, mon problème, c'était de savoir... Non, je pense que ce qui est important dans le rapport colonie-colonisé, c'est qui est-ce qui a le pouvoir. Ce ne sont pas ces anticolonialistes-là qui avaient le pouvoir, que je sache. Et c'est ça qui compte. Parce que le problème de l'impérialisme culturel, si c'était eux, peut-être que le problème ne se serait pas du tout posé comme cela. Peut-être, parce que j'en sais rien. Bon. Or, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient le pouvoir, ce sont les gens qui avaient cette idéologie. Bon, et la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, et je ne pense pas que ce sont des idées du village, jusqu'aujourd'hui, tu rencontres ces idées-là, alors ce sont des idées qui sont assez vieilles, ce sont des préjugés qui sont assez vieux. Donc, si tu veux, ce que je veux dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'anticolonialisme, mais c'est que les gens qui ont eu le pouvoir politique pour nous en imposer donc, cet impérialisme culturel à tous les niveaux, etc., ce sont des gens qui avaient ces pensées. Je parle de la religion. Je respecte beaucoup la religion, mais je regrette la religion a déraciné l'Africain. Pourquoi? Parce que la religion africaine était considérée par ces missionnaires, même qui étaient pleins de bonne volonté, etc., comme l'œuvre du Satan, quelque chose de barbare qu'il fallait absolument détruire. Le missionnaire lui-même, il n'avait pas la force pour venir avec les armes et détruire ça. Il appelait
il s'en référait au gouverneur, et le gouverneur envoyait les militaires. Et c'est l'armée qui détruisait les temples, etc., des religions animistes. C'est ça. Oui. Donc il y a une corrélation au niveau idéologique et au niveau du pouvoir exercé. Et c'est ça qui compte. Mais oui, mais il faudrait nous le montrer sérieusement. Mais, C'est pas je crois que la condition du village, son professeur d'université de Stockholm, d'Oslo, qui ne représente rien, ni du côté de l'idéologie, ni du côté du pouvoir, mais simplement une thèse qui est le seul vicieux à avoir lu. non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, alors démontre-nous-le. Mais je te le Alors dis. démontre-nous. Bon, parce que voilà, dans cette thèse-là, par exemple, là, j'ai parlé du nazisme seulement. Bon. C'est plein de ce fameux professeur d'université qui a exactement les mêmes opinions que ceux qui écrivaient en 1886. Or, il se trouve que ce sont les mêmes professeurs lorsque, par exemple, et ça c'est très, ça je le démontre dans cette thèse, lorsque, admettons, le ministère de la Justice voulait faire un projet de loi pour l'Afrique, à qui est-ce qu'il demandait? Il demandait à l'Académie, à ces professeurs-là, de leur faire un projet. Et c'est par la suite que le projet revenait au niveau du ministère, était discuté, etc. Tous les gars qui écrivaient dans ce qui sortait, parce que c'est ça qui est important, toutes les petites brochures, parce que la masse, elle ne lit pas les gros bouquins, la masse, elle lit les petites brochures. Tous ces gens qui écrivaient dans ces petites brochures, ce sont ces gens-là. Et c'est ça qui compte. Parce que, à mon avis, ce sont eux qui avaient l'influence, non seulement sur les masses, étant donné que leur truc était édité à combien de milliers d'exemplaires, bon, tandis que, et d'autre part, si tu veux, quand le gouvernement voulait faire quelque chose, même aujourd'hui, on se réfère à ces spécialistes-là, puisque ce sont eux les spécialistes de l'Afrique. On se réfère à eux, et c'est eux. Et je te jure que tous les projets de loi, par exemple, que les nazis avaient conçus pour l'Afrique en 1940, tous ont été, si tu veux, présentés par, si tu veux des trucs juridiques, par l'Académie für Deutsches Recht, si tu veux des trucs économiques, par les économistes de l'université, etc., et remontés ensuite au niveau. Ça se passe partout. Bon, parce que les grands types, par exemple, comme Westermann, etc., quelle audience est-ce qu'il avait? Au niveau scientifique, d'accord, il était respecté, mais quelle audience est-ce qu'il avait au niveau de la masse, d'abord, et puis au niveau du pouvoir ensuite? C'est ça le problème. Les anticolonialistes n'avaient pas de pouvoir à ce niveau-là. Or, le pouvoir est crucial à ce niveau parce que c'est le pouvoir qui fait qu'il y a impérialisme culturel ou pas. Donc, c'est cette démarche-là que j'ai faite. Ouais. Bon. Il y a un impérialisme dans l'histoire européenne des années 1890 à 1940, et un peu après même. Un impérialisme au pouvoir avoué, nettement installé, etc., etc. Mais il y a aussi des contradictions démocratiques dans les sphères de la bourgeoisie au pouvoir, qui font que, dès 1789, les courants encyclopédistes, libérateurs, libertaires, etc., ne sont pas seulement des utopies généreuses, elles sont aussi au pouvoir. Et que dès le déclassement de la révolution de 1789, vous savez mieux que moi, m'en permettre, qu'il y a des révoltes de nègres, qu'elles sont dues à la propagation et de l'action et des thèses de toute une fraction de la bourgeoisie. Je vous convie à lire depuis l'histoire des Indes occidentales tous les travaux que Michel Duché a retenus en honneur en parlant de l'anthropologie française au siècle des Lumières. Ce ne sont pas simplement des manifestations idéologiques ou plus ou moins dévoyées d'un impérialisme ultra-violent, etc., qui quand même a des caractères spéciaux, qui n'est pas l'impérialisme du capital dans toute sa splendeur, et qui est une forme pathologique même de l'économie et de la société. Si nous prenons le nazisme, et tu es parfaitement informé et probant dans ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui se passe en même temps? Il faut voir que ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a ça, mais il y a quelque chose qui est bien pire, qui est la corruption numéraire, comme on dit, qui est justement que dans l'idéologie démocratique, ces choses-là vont jouer. Et que dans l'idéologie démocratique, il y a une libération qui se fait. Donc, il y a Boris Schulzer, il y a Victor Schulzer, je veux dire. Il y a le courant socialiste, l'anticolonialisme qui exprime. Il y a l'abbé Raynal au XVIIIe siècle, etc., lu par des pieds de maître qui reprennent sa communauté. Il y a le supplément à l'histoire de Bougainville, de Diderot,
tout le courant encyclopédique, etc., qui explique qu'il faut laisser les nègres, les Tahitiens, tout ceci, chez eux, tranquilles. Il ne faut pas les emmerder, il faut leur laisser leur culture. Ils savent mieux de choses que nous. Montesquieu ne participe pas à ça. Tous les encyclopédistes, tous les philosophes, tous les esprits éclairés en France, dans une forme de capitalisme et d'impérialisme qui n'est pas la nazie et qui est très différente. Et que, je ne justifie pas, dans ce courant, tous les mecs, même qui sont mêlés à la colonisation, ils rappellent que l'Afrique, il n'y a pas que les listrons, il y a des trucs qui sont très différents, ils rappellent que l'Afrique a une histoire, ils la réinventent, ils la répertorient, ils l'archivent, ils la font, ils la cherchent, de la faute, etc., ne disent pas qu'il n'y a jamais eu d'empire africain. Mais ça c'est très intéressant ce que Charles Monteil, mais n'empêche que nous avons appris à l'école que nos ancêtres étaient les Gaulois. Bah, c'est ça qui compte. Hein? Ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte au niveau de ce que j'appelle l'impérialisme culturel. Si tu veux que finalement, quand tu apprends que tes ancêtres étaient les Gaulois, mais ce qui compte, c'est que les gouverneurs éclairés qui s'appellent Jacques Doucel, qui s'appellent Nagelen, qui s'appellent Polaire, qui s'appellent Delafosse, qui s'appellent tous les noms que vous voulez, Van Machin, etc., éclairés, avancés, démocrates, bagarreurs, dans la bourgeoisie la plus éclairée, la plus libérale, vous envoient des représentants de leur idéologie qui inversent complètement leur idéologie et en font un instrument d'impérialisme. C'est ça qui est important. Comment toute l'idéologie libératrice, idéologie des Lumières, vous avez remarqué tout à l'heure la réputation que vous donnez, l'idéologie maçonnique, puisque c'est elle qu'il faut rappeler. Il faut rappeler les appartenances de tous les gouverneurs des colonies. Ils étaient tous francs-maçons. Bon, et le dernier, le plus important d'eux, c'est Toussaint, à cet égard. Bon, eh bien, tous ces gens-là, ils sont porteurs de l'idéologie la plus avancée de la société française à l'époque, voire parfois même de l'idéologie socialiste. Et ils envoient pour les représenter, eux, leurs idées, leur pouvoir, les gens qui manipulent cet impérialisme au niveau où vous dites que c'est ça qui compte. Mais c'est tout qui compte. Oui, c'est ça qui compte, bien sûr, puisque c'est ça qui ressent. Oui, c'est ça qui compte, c'est pour vous, d'accord. Mais il y a tout cet ensemble. C'est ça qui est important pour moi. Oui, mais alors ça, c'est eux qui sont au pouvoir. Même l'audience qu'ils ont, je pense de toute façon qu'ils ne rattraperont jamais les gars qui sont utilisés par les curés, les posteurs dans l'Afrique noire. Et pour te dire un petit peu comment passer les valeurs européennes en Afrique, j'avais rencontré une fois une directrice d'une école catholique, etc. Je ne pourrais pas conclure les gars pour ce souci. Elle m'a répondu oui, bien regardé mes jeunes filles, et maintenant elle mange avec un couteau et une fourchette. Bon, qu'est-ce que tu veux? Comment vous rattraper ça? C'est pas tous les philosophes, et tous les gens que va voir, il n'a pas que tu veux essayer d'avoir sur les gens. C'est-à-dire que le plus grand des philosophes qui pense que Kuhn et Osias sont égaux, en mettant même une certaine supériorité pour être objectif pour M. Kuhn, eh bien le plus grand des philosophes qui pense quand même qu'il vaut mieux manger avec une fourchette. Même si c'est le plus grand des philosophes, le plus avancé, le plus marxiste, le plus maoïste, et le plus grand maître de la séance, eh bien il croira quand même qu'il faut manger avec une fourchette. Je suis d'accord avec ça. Et puis j'ai entendu des communistes avancés me dire que les Chinois, c'est pas des mecs qui mangent que du riz toute la journée. C'est pas des autres. J'ai entendu dire ça par les marxistes avancés. Je ne sais pas si un mot ce matin. Et oui, aussi avancés que toi, peut-être. Peut-être qu'ils sont aussi avancés en commune et en marxisme que toi. Non, je ne te dis pas plus, moi je ne joue pas. Moi je suis assez ethnologue pour te dire que ton marxisme vaut le leur. C'est tout. Comment est-ce que je te réponds là? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que peut-être que tout à l'heure personne ne veut me comprendre, mais je pense que vous discutez de tout à un niveau, c'est plein de choses, et tout est vrai, et je suis d'accord avec vous, mais comprenez que vous ne nous donnez aucun élément, aucun, même pas toi, je continue à le dire, d'analyse scientifique de la question, aucun. Je le dis entre nous parce qu'il faut être exigeant.
Qu'est-ce que toi tu as fait à leur analyse? Parce que la question que je voulais te demander tout à l'heure, c'est que, bon, comment toi tu expliques les impérialismes culturels, puisque finalement c'est pas ça, et si tu veux, qui peut montrer scientifiquement l'évolution de Bien sûr, ça l'explique partout, sauf par l'expansion des idées dont tu nous as très bien rendu compte. Ce que tu nous dis, je vous répète, vous me comprenez bien que je pars de la même base et je prends tes données, c'est des choses que je ne connais pas, j'ai appris un petit peu ça. Mais ce que tu nous dis, vous le prenez comme si l'impérialisme culturel était avancé avec l'expansion de ces idées-là. Non, il n'est pas avancé avec l'expansion de ces idées-là. Tu sais pourquoi j'ai parlé de justification, étant donné que, bon, bien, mais j'ai parlé de justification, j'ai dit, bon, pourquoi, finalement, qu'est-ce que ces justifications-là cachaient? Bon, parce que, et puis, étant donné qu'il n'y a pas d'impérialisme culturel, s'il n'y a pas eu impérialisme politique et économique. Je crois. Parce que pour imposer l'impérialisme culturel, il faut que tu aies d'autres concepts. Pourquoi j'ai donné l'exemple du missionnaire qui dit que les temples des Africains se détruisent barbares, il ne peut pas les détruire lui-même, il n'a pas la force. Oui. Bon, il va faire appel au gouverneur qui a la force politique, le gouverneur va envoyer les militaires qui ont la force militaire pour détruire ça. Donc, c'est pas pour un impérialisme culturel, tu poses un impérialisme politique et économique. Donc je dis que tout ce qu'ils disent là, si tu veux, ce sont des justifications, il fallait trouver une justification. Bien. Pour masquer tout cela. C'est aussi bien pour que les militaires restent, il est important que les missionnaires fassent son boulot, non? Exactement. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, moi je me rappelle très bien. Vous comprenez bien, vous me faites bien confiance, je suis entièrement d'accord sur tout ça. Je consomme avec tout ce que vous dites là. Je voudrais qu'on approfondisse un petit peu le lien entre la diffusion de ces idées que vous dites là et puis les milieux auxquels elles appartiennent, ces idées. Je crois que vous avez tout mélangé en mettant tout ça sous le vocal de impérialisme culturel. C'est vrai, mais c'est une espèce d'immense marmite où vous mettez n'importe quoi. Ça, c'est un travail qui est très important et très intéressant, mais si tu veux, moi j'ai globalisé pourquoi? Parce que je me suis posé des questions. Qu'est-ce que l'Africain a subi en Afrique? C'est ça qu'il a subi. Deuxièmement, quelles sont les idées, si tu veux, qui sont véhiculées en Europe, que tout Africain trouve n'importe quand, partout où il va? Enfin, en général, bien sûr. Je ne dis pas que quand on rencontre un type comme toi, que c'est des idées qu'on va rencontrer, non. Mais qu'est-ce qui est dans la masse en général, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou ici? C'est ça. Donc, c'est ça, ces deux données-là. Moi, je me suis basé là-dessus et je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Bon, sans toutefois dire que, bon, t'as eu des gens qui étaient très sincères et qui étaient des anticolonialistes. Comment peut-on expliquer? Reprenons votre truc. Comment pouvez-vous expliquer ça? Chez toi, il y a eu des types, des instituteurs, donc des types relativement éclairés, des types qui ne se prennent pas pour la société dominante, du moins pour la tête de la société, qui t'ont pris toi, et qui t'ont dit, regarde, toi, mon petit gars, tes ancêtres c'était les Gaulois. Comment pouvez-vous expliquer réellement que moi j'aurais pu être ce type qui t'apprenait, par exemple, ou que toi tu peux être envoyé en Afrique pour... Attends, on est en 77, hein. Non, mais prenons dans les 1950, en 1900, pardon. Il y avait, en 1900, prenez le cas de l'instituteur, le jeune instituteur, maçon ou socialiste ou anticlérical en tout cas, qui est envoyé en Algérie ou à Yaoundé ou à Douala, et qui, comme ça, sans se poser le moindre problème, apprend aux ancêtres les Gaulois. Pour moi, je crois quand même qu'il ne faut pas... Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait quand même une minorité, je crois, mais une infime minorité, qui pensait et qui avait, si tu veux, les éléments d'analyse dont tu parles. Mais je crois, par exemple, que c'est la majorité. Aujourd'hui, un gars, la coopération, c'est un très bel exemple. Celui qui veut aller en coopération, je crois que, bon, ben, tout le monde le sait, on mène une certaine enquête sur lui. Oui. Bon. Alors, non, mais c'est important. On mène une enquête sur lui, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas envoyer là-bas n'importe qui là-bas. Donc, on va, finalement, les gens qu'on va envoyer là-bas, ce sont les gens qui, bon, bien sûr, ils se trompent parfois, mais qui, en gros, correspondent un peu à ce qu'ils veulent exporter là-bas. Et je crois que ce n'est pas... Comment? On n'a pas donné très pour qu'il aille pas en coopération. C'est possible, non?
Ah bah, je crois, moi je connais la... Non, mais disons que c'est évident qu'ils décrètent une certaine marge qui rend de supérieur ou de super politisé, mais qu'après ils tombent quand même, les gens qui vont à la COP après, c'est pas des réals généralement, c'est pas les mecs de droite, c'est généralement des gars qui ont quand même une certaine mentalité qui diront de gauche. Quoi? Oui, en coopération? Ça dépend peut-être des pays. Hein. En France? Non, mais je dis, ça dépend peut-être dans quel pays ils vont, ça m'étonnerait que la grande majorité de coopérants au Cameroun soient des gens de gauche. Non, ça c'est pas de gauche. Ou au Gabon, que les gars qui aillent en Algérie par exemple, que les gars qui aillent... Non. De gauche, quand on le voit dire. Non, mais d'accord. Il y a une certaine notion qu'entre des choses qui... Ah oui, mais oui, bon, ah oui, mais il ne faut pas parler que de ça, c'est la moins importante. Oui, mais il faut voir quand même que la coopération militaire, ça représente quand même un certain pourcentage de mecs qui arrivés sur place, tout en ayant certaines idées au départ, se retrouvent sur place à faire un boulot qui est tout à fait opposé à leurs idées. Et ils font... On a de droite qui ont mieux, qui jouent... qui ont des actions qui sont beaucoup plus, enfin, on ne pourrait pas dire positives, mais qui sont différentes de ceux qui sont de gauche. Alors, c'est pas, en disant qu'au départ, c'est pas un critère. Oui, mais c'est pas, moi je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, demander comment les mecs qui, au départ, ont pas une idéologie, comment ils font le boulot. Mais c'est normal parce qu'un individu, ce n'est rien, c'est la structure qui compte dans laquelle il agit. Bon, or, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le gars qui va en colonie, il est un individu, lui, quelle que soit sa pensée. Il trouve une structure qui est bien définie sur place, et il est un pion dans cette structure-là, c'est tout. Hein? Donc, même s'il doit être beaucoup de bonne volonté, etc., c'est pas ça, c'est pourquoi je disais, ce qui importe, c'est le pouvoir. Or, il n'a pas de pouvoir dans cette structure-là, il est un élément, c'est tout, de la structure. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que bon, il y a le même résultat parce que ce soit colonie, enfin le même résultat au niveau de cette préjugés là, que ce soit une colonie anglaise ou française, etc., etc. Bon, pourtant, ce qui s'est passé en France n'était pas nécessairement passé en Angleterre. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait quand je suis allé à Abidjan, j'ai demandé partout qui se pratiquait à l'université. Il y avait un certain monsieur professeur de philosophie, là, qui s'appelle Roland Brunelli, hein, et j'ai observé le programme qu'il enseigne. La notion de substance, c'est Platon, le parallélisme, c'est Spinoza, la notion de palier de l'esprit dans la philosophie de Hamelin, pas le nôtre, un autre. Bon, il y a 4 ou 5 auteurs comme ça au programme à Abidjan, hein, et puis, alors, une petite unité de valeur dans un coin, la pensée africaine, dans l'œuvre de Théâtre Chardin, mais, bon, c'est la même chose, c'est ça l'impérialisme. Je me suis aussi souvent demandé pourquoi le lycée Brossolette, le professeur, son nom m'a échappé, qui commençait ainsi ses cours, messieurs, je suis nazi et je suis content de l'être, hein, a été envoyé par exemple en Algérie pour enseigner la philosophie, dans l'Algérie de la décolonisation, il y a 2 ans. Hein, bon, il y a 2 ans 2, 3 ans, c'est là, ça fait bien. On l'a envoyé pour enseigner quoi? Il enseigne la philosophie à l'université d'Algérie. Bon, hein, le tout d'ailleurs envoyé par le professeur Deleuze et Guattari et tout ça, mais c'est l'extrême gauche, c'est gauchiste. Envoyé par cette histoire. C'est compliqué mon histoire. Bon, je me suis demandé pourquoi à l'université d'Alger, quand j'ai visité, on m'a expliqué qu'on enseignait le droit romain. C'est un professeur de droit romain. Moi, je sais très bien qu'archéologiquement, pour l'Algérie, le droit romain est très important. Hein, bon, c'est pas très important, il a existé un certain temps une Algérie qui avait eu le droit romain. Bien, mais l'intérêt m'a relativement échappé, je n'ai pas compris. Sauf que, on m'a dit que c'était pour occuper des postes l'intérêt d'un impérialisme culturel, tout ça, ça existe. Dans quel état d'esprit ces choses-là se font-elles? Et comment est-ce qu'en réalité tout ça ne s'est pas aggravé? Car au début du XXe siècle, vous n'aviez pas de messieurs qui auraient osé dire messieurs, je suis nazi, et qui auraient été envoyés pour coloniser la philosophie arabe. Il y aurait eu des esprits éclairés. On prend M. Sussel en 1938, qui est le plus grand normalien d'extrême gauche à l'époque,
et on l'envoie coloniser, avec ses idées avancées. On s'est dit, ça lui fera les pieds, et on reviendra l'extrême droite, on a eu raison. Bon, c'est ça, on envoie les Strauss, universitaire socialiste aux années 1930, c'est pas plus mal que ça, le plus avancé, c'est un agrégé de philo, va donc coloniser les Jibaros, voir s'ils traduiront un texte de progrès. Bon, etc. Cela, c'est ça que faisait l'impérialisme, ce qui disait son nom. Qui était fier de lui et conscient d'être porte-flambeau, une belle citation tout à l'heure, les Lumières, etc. Bon. Et actuellement, ça s'est surmultiplié, ça s'est suractivé. L'impérialisme, au contraire, ne dit plus son nom, il prétend envoyer, vous l'avez dit, alors vous avez raison, il prétend envoyer souvent, mais la moitié de types au moins sont progressistes. Mais ils véhiculent consciemment le maximum de mecs qui vont là-bas pour apprendre à être des macaques et des êtres inférieurs. Ce qui n'était pas le cas réellement, car lorsque l'instituteur, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, dans l'instituteur français en 1900 après en nègre, nos ancêtres les Gaulois, il leur donne, il croit leur apporter une dignité supplémentaire. Quand il apprend d'autres, que tout le monde il est de la même race, de la même langue, de la même culture, etc., partout dans le monde, hein, bon, il pense qu'il va vers le règne universel des Lumières. C'est tout. Quand tout le monde parlera français et anglais, quand tout le monde sera cartésien, quand tout le monde fera des mathématiques modernes, c'est le rêve actuel de la plupart des intellectuels de cet établissement, par exemple. Je vous répète, quand tout le monde sera cartésien, quand tout le monde parlera bien le français et l'anglais, quand tout le monde sera modérément imbu de sciences humaines, hein, oui, et quand tout le monde, qu'est-ce qu'il manque pour vous rappeler du maths moderne? C'est l'idéal suprême, c'est plus 300. C'est ça. Entendu, avec plusieurs personnes, une proposition d'un logiciel plus avancé. Donc, un universitaire qui était de la prison en 68, c'était donc un mec avancé, et qui nous a dit qu'il voulait découvrir que le